Le 80e anniversaire du débarquement de Provence à la une des tabloïds de cette semaine. Cameroun Tribune rapporte que le président Paul Biya a valorisé le rôle de l'Afrique. En prenant la parole au nom des délégations africaines, le président de la République du Cameroun salue l'implication déterminante des troupes venues d'Afrique pour la libération de la France de l'occupation nazie. Invité par son homologue français, le chef de l'État était accompagné de la première dame Chantal Biya. Sur le front de la préservation de la paix, le journal Nouvel Horizon écrit que le président Paul Biya adresse un appel urgent à la communauté internationale, exhortant à une prise de conscience collective pour préserver la paix mondiale face aux menaces croissantes. Impôts, substitution, des ambitions en alu, pointe Cameroun Tribune. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, a présidé cette semaine la cérémonie de signature des accords relatifs à la construction d'une nouvelle usine de production dans la ville de Douala. Le projet, estimé à 88 milliards de francs CFA, est porté par le groupe Prométal à travers sa filiale ProAlu. Le journal Info Matin ajoute que c'est la promesse de 450 emplois directs et 1000 emplois indirects. La route Boné-Poupa-Yabassi alimente également la presse cette semaine. Le quotidien Émergence raconte à ses lecteurs l'effondrement d'une portion de cet axe. Selon le quotidien Mutation, les pluies abondantes sont citées parmi les causes en attendant les résultats de l'enquête instruite par le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi qui a prescrit l'aménagement d'une déviation. Voilà le Cameroun tel que traité par la presse cette semaine. Bon débat. Merci à Stéphane Ondo qui nous a replongé dans les principaux contenus de la presse de cette semaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le sujet relatif au BTS en santé est traité dans les journaux depuis quelques semaines. Selon Cameroun Tribune et Eco-Santé, il se pose un problème, celui de la validation des cursus proposés par les instituts privés de l'enseignement supérieur. Les procédures sont plus ou moins claires, cela donne lieu à des interprétations et parfois à des pratiques qui se retrouvent en marge de la loi. Il y a de cela 2 jours, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a coprésidé à Yaoundé avec le ministre de la Santé publique une réunion sur la formation des techniciens médico-sanitaires par certaines institutions de l'enseignement supérieur. Les positions à concilier sont celles des ministères de l'enseignement supérieur, de la santé publique, celles de l'Ordre national des professions médico-sanitaires, celles de l'Association nationale des institutions privées d'enseignement supérieur et bien sûr des étudiants. Nous en parlons avec le concours de Joseph Mbeng, qui est journaliste, directeur de publication d'Eco-Santé. Bonsoir Joseph. Bonsoir. Une fois encore, nous sommes ravis de vous accueillir sur ce plateau. C'est toujours un plaisir, chaque fois qu'il s'agit de donner la bonne information, surtout sur des questions de science ou de santé. À côté de vous, Charles Sebouné, bonsoir. Bonsoir Séverin. Charles Sebouné est journaliste, grand reporter. Il est chef de l'unité des affaires diplomatiques à la CRTV. À ma droite, j'ai Hilaire Saha Tamogé. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Séverin. Et c'est un plaisir de partager le plateau avec vous pour apporter, n'est-ce pas, la bonne information aux millions de téléspectateurs de la CRTV qui nous suivent en ce moment. Vous êtes secrétaire général de l'Ordre des professionnels médico-sanitaires du Cameroun. Tout à côté de vous, j'ai Pierre-Cédric Essomba. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Séverin, Aliga Mélé, et bonsoir mes companélistes. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs scrutés à cette émission qui fait la fierté de la cité, sans oublier l'équipe technique sans laquelle nous serons être visibles de l'autre côté. Je suis ravi d'être sur votre plateau. Il faut avouer qu'ils sont nombreux, ceux qui font partie de l'équipe technique. Vous êtes chercheur en histoire des relations internationales. Nous serons rejoints sur ce plateau tout à l'heure par Gabriel Ndiankou. Il est secrétaire exécutif national de l'Association nationale des institutions privées d'enseignement supérieur, en abrégé ANIPES. Merci de répondre à l'invitation de la CRTV. Merci à vous qui prenez la peine de nous regarder à la maison. Mais avant toute chose, intéressons-nous à la forte actualité politique de cette fin de semaine, à savoir la commémoration à Saint-Raphaël des 80 ans du débarquement de Provence qui marque historiquement la libération de la France par les troupes alliées, engagées de manière forte et décisive face à l'Allemagne nazie. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a pris la parole jeudi dernier au cours de la cérémonie commémorative pour indiquer que la contribution de l'Afrique a été significative pour rompre les chaînes de l'occupation allemande. Et dans les cercles de réflexion, on donne une certaine profondeur
aux propos circonstanciels du chef de l'État. Pierre-Cédric, vous avez écouté le chef de l'État. Tout à fait, c'est quelque chose qui a été inédit. Parce que lorsqu'on essaie un peu de regarder, de scruter de fond en comble, je veux prendre la casquette d'historien, le discours du président de la République qui a rappelé à la conscience collective le rôle fondamental qu'a joué l'Afrique en fournissant justement des soldats qu'on a qualifiés de tirailleurs qui ont combattu auprès d'autres forces pour pouvoir libérer la France de l'occupation nazie. Et dans ce discours aussi, le président a essayé de baliser, essayé de rappeler aussi des institutions qui ont été mises en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour assurer la sécurité mondiale, qui connaissent justement des failles aujourd'hui. Il faudrait une nouvelle reconfiguration de ces instruments qui prônent la paix, pour dire simplement, c'est-à-dire l'instrument du système des Nations Unies qui devrait être reconfiguré et être adapté aux nouvelles dynamiques. Je ne vous coupe pas, Pierre-Cédric, le chef de l'État considère que le système, je le cite, le système mis en place au lendemain des deux guerres mondiales et davantage de la Deuxième Guerre mondiale reste et demeure perfectible. Oui, dit-il, les fantômes de l'esprit de revanche, violation flagrante de la souveraineté des États sont d'actualité. Tout à fait, parce qu'on voit que les préalables qui ont été posés ou bien qui ont été fixés au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale dans le cadre de la sécurisation collective ou bien la sécurisation mondiale connaissent déjà un peu des failles. Et on voit qu'il y a un retour à ce passé, c'est-à-dire qu'il y a des agressions à la fois qui ternissent l'image de ces institutions internationales, mais aussi qui ne permettent pas justement à ce qu'il y ait le respect de la souveraineté des États. On a l'impression qu'il y a deux poids deux mesures où on n'arrive plus à respecter ce droit international qui est justement cet instrument qui garantit justement la sécurité de tous. Charles Sebouné et Paul Biya dit, je cite, « Il n'y aura pas eu de victoire alliée sans l'alliance sacrée des volontés, sans la contribution des autres peuples, sans les étrangers, sans les Noirs et autres tirailleurs. » Il a parfaitement raison. Il faut analyser ce discours dans le contexte de celui qui prononçait le discours. Quand la guerre finit en 1945, il avait environ 10 à 11 ans. Donc c'est un témoin oculaire qui s'est prononcé. Et le président sait très bien le chiffre des Africains qui se sont sacrifiés pendant la Deuxième Guerre mondiale, une guerre qui ne les concernait pas. On parlait d'environ 1 million des Africains. On parlait d'environ 40 000 Camerounais qui ont participé. On parlait des contributions, comme il a évoqué, ce n'était pas simplement la contribution des hommes, c'est-à-dire les soldats. Il faut regarder la contribution financière. Et Paul Biya sait très bien que, dans l'histoire du Cameroun, le peuple Bafang, à l'ouest du Cameroun, avait fait une contribution financière de 15 000 francs à l'époque. Il sait très bien que le peuple de British Southern Cameroun avait contribué 100 pounds à l'époque. Donc, le président est au courant de ces informations. Deuxième chose, le président est au courant que la marche vers la libération de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour déloger le régime nazi d'occupation, a été lancée à partir du Cameroun. Et il a bien restitué l'histoire en citant le patron, la figure principale de cette période de la libération de la France, Charles de Gaulle. Donc, le président a restitué la contribution des Africains sud du Sahara et au nord du continent. Comment ils ont contribué à côté des Américains, les Canadiens et les autres forces alliées de se débarrasser de ce qu'on peut appeler les forces ténèbres ou noires de l'époque. Et quand vous regardez l'Ukraine, quand vous regardez la Palestine, quand vous regardez la situation en République démocratique du Congo, l'histoire lui donne raison. Donc la force de l'expérience parlait à Paris. Joseph, vous avez écouté également le chef de l'État. Il propose que la commémoration des 80 ans du débarquement de Provence doit aussi pouvoir mettre en exergue notre responsabilité collective dans la préservation de la paix, de la liberté dans le monde. Oui, je pense que ceux qui suivent le chef de l'État depuis son magistère, il a toujours été un soldat de la paix.
Je pense Il avait dit les mendiants de la paix. Il est mendiant de la paix. En 2017. Oui, et d'ailleurs, vous savez très bien que d'aucuns pensent qu'il mériterait aujourd'hui de recevoir le prix Nobel de la paix. Et vous savez très bien que les différents conflits qu'il y a eu, pour ne pas citer le cas de Bakassi, se sont toujours soldés par une négociation et par la paix. Et nous pensons aujourd'hui que le chef de l'État, dans sa posture, comme ça l'évoquait tout à l'heure, qui a connu tous ces moments, qui a vécu l'histoire du monde post-Deuxième Guerre mondiale, a une certaine lucidité et une certaine expérience aujourd'hui pour parler. Et vous comprenez très bien que le discours du chef de l'État corrobore très exactement avec le discours du secrétaire général, la dernière sortie du secrétaire général des Nations Unies, qui estimait effectivement que il n'est pas normal aujourd'hui que l'Afrique ne soit pas parmi ceux-là qui décident. À la veille du discours du président de la République. À la veille du discours. Et effectivement, vous voyez que même le secrétaire général des Nations Unies disait qu'aujourd'hui, on doit, comme pour parler des institutions qui ont été mises en place après la Deuxième Guerre mondiale, il faut revoir le Conseil de sécurité. Et le chef de l'État rappelle aujourd'hui que 80 ans après, il est important. Et d'ailleurs, je finirai en vous disant que vous avez vu lors des JO auxquels le chef de l'État a pris part, vous aurez constaté que la majorité de tout ce qu'on présente comme des grands États, de la France aux États-Unis, en allant en Allemagne et un peu partout, ce sont des Noirs. Et de quels Noirs parlons-nous? Dans la majorité des cas, on a vu des Camerounais. Des Camerounais qui font la fierté et la gloire de ces peuples. Il est donc important aujourd'hui que... Gambet, Joël Embiid, Nicolas Batum. Voilà. Alors, Hilaire Sawa, je sais que vous êtes là pour parler d'un problème spécifique, mais ce discours, beaucoup trouvent qu'il a de la profondeur parce que le président, très subtilement, il fait allusion à la course aux armements, à la construction des blocs qui fait son retour, aux nouveaux acteurs à l'instar des sociétés paramilitaires privées qui agissent ça et là. Il parle de la guerre qui se fait désormais par procuration. Exactement, Monsieur Séverin. Je crois que le président de la République est dans son rôle, le rôle de mendiant de la paix. Et il a pris, en tant que témoin oculaire de la Deuxième Guerre mondiale, il a pris son bâton de patriarche pour attirer l'attention du Conseil des Nations que bien qu'on ait mis en place un consensus à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a des failles. Il est nécessaire de s'asseoir de nouveau pour repenser et fermer les failles qui font que les menaces sont encore présentes. Donc, le président de la République, en tant que patriarche, en tant que grand sage, il ne pouvait pas manquer cette occasion, n'est-ce pas, pour attirer l'attention, n'est-ce pas, des grands décideurs, qu'il est temps qu'on s'asseye de nouveau pour donner une place, n'est-ce pas, à tout le monde, donner la parole pour que l'Afrique, n'est-ce pas, qui a contribué pour la libération de la France ait, pourquoi pas, n'est-ce pas, une place dans le Conseil de sécurité. Il y a une opinion qui pense que ce n'est que Paul Biya qui aurait pu prendre cette parole-là, dire les choses telles qu'elles ont été dites, prendre des positions telles qu'elles ont été dites. Parce que on regardait, Charles Sebouné, vous étiez sur le plateau avec moi, on regardait le déroulement de la cérémonie, on regardait les visages, on avait le sentiment qu'on l'écoutait attentivement. Cédric, est-ce que le Cameroun sort de là grandi, on n'a pas peur d'avoir touché un peu les sensibilités, non? Non, le Cameroun sort grandi sur le plan symbolique. Monsieur le président Biya, en tant que quelqu'un qui a de l'expérience, qui a vécu, justement, qui a un vécu à la fois politique, géopolitique. Je peux dire même que le Cameroun a gagné même sur le plan diplomatique, parce que nous sommes là dans la dynamique des relations internationales, et vous savez que ce soit les postures ou bien les attitudes des uns des autres sont analysées et ont une signification profonde. Lorsque vous regardez la posture de ceux qui suivaient M. Biya, vous voyez que l'ancien président vous avez l'impression français, Sarkozy qui était assis, il y avait d'autres chefs d'État africains qui étaient là. Justement, qui était à ses côtés. Le regard montre à suffisance que on écoute l'homme, c'est-à-dire que c'est la source, on passe à brevet auprès de celui qui est considéré comme sage aujourd'hui. Et quand le président essaie un peu d'attirer l'attention sur la course aux armements ou bien à des guerres de positionnement idéologique, il fait allusion justement à la guerre froide. Maintenant, il attire l'attention des uns et des autres sur le positionnement de l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique peut gagner? Est-ce que l'Afrique ne devrait plus être ce terrain d'entraînement
entraînements ou bien des batailles. Il a été clair, il a dit que pour le Cameroun, il faut un règlement pacifique. Le conflit, ce qu'on fait là, c'est exactement. Et je vois, parmi les acquis de M. Biya, il y a aussi le conflit Bakassi. Nous avons vu le dénouement très très pacifique de ce conflit qui est à peu près considéré comme un cadre de leçon, c'est-à-dire que pour les uns des autres, de savoir qu'on peut essayer d'évoluer de manière beaucoup plus pacifique pour régler les conflits. On ne peut éviter des confrontations. Il suffit des concertations des uns des autres pour essayer de taire nos égos surdimensionnés. Je pense que le président, dans ce discours, a fait sortir deux choses très importantes dans le monde aujourd'hui. D'abord, l'inclusion. Le président mettait en garde ceux qui parlent de la solidarité internationale, de l'inclusion, et il dit, écoutez, nous ne pouvons pas avoir un Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons 3 membres permanents qui viennent de l'Europe et nous avons un continent de 1,5 milliard de personnes totalement exclues qui vous a quand même aidé de se libérer de la Deuxième Guerre mondiale. Il parle de l'inclusion. En même temps, il attire l'attention de ceux qui combattent le multilatéralisme. Tout à fait. Le président dit simplement, écoutez, nous ne sommes plus en 1945, le monde a fortement évolué. Deuxième chose que le président de la République a fait connaître ce jeudi à tout le monde qui l'écoutait, c'est de savoir que les concessions inutiles sont extrêmement dangereuses. Parce que le président sait très bien qu'en 1939, lorsque Adolf Hitler dit au Premier ministre britannique à Munich, en Allemagne, que non, écoutez, j'ai déjà eu suffisamment, je ne vais pas attaquer la Tchécoslovaquie et tout ça là, je rentre, il n'y aura pas la guerre. Et dès qu'il tourne le dos, il lance la guerre. Et le président dit, écoutez, vous entrez dans les États, dans d'autres États aujourd'hui, vous vous comportez comme ça. Vous dites aujourd'hui, vous ne revenez plus. Le lendemain, vous revenez. Et si nous continuons dans cette lancée, nous ne sommes plus loin de 1939. Et le président est en train de dire simplement que tous ceux qui ne respectent pas la souveraineté des États sont les ennemis de la paix. Tous ceux qui ne respectent pas les réformes des institutions, c'est les gens pro la guerre. Et le président dit, en tant que quelqu'un qui a vécu tout ça, je vous dis, faisons attention. Parce qu'aujourd'hui, si nous devons faire une guerre, ça ne sera pas Hiroshima et Nagasaki, parce que presque tout le monde a déjà l'arme nucléaire. Ça sera donc un tsunami mondial qui ne sera pas acceptable. Charles Sebouné, merci beaucoup. On va vous libérer. Merci pour cet éclairage que vous avez bien voulu nous accorder à ce programme. Mais avant de partir, nous allons réécouter un extrait du discours du chef de l'État jeudi dernier. Nous avons ensemble combattu côte à côte. Cette vision était respectueuse de nos différences, respectueuse de l'infinie diversité des hommes, des cultures, des religions, des civilisations. Cette vision-là reconnaît à chacun de nous un droit égal à la dignité. La solidarité exemplaire qui a ainsi prévalu reste et demeure une leçon précieuse que nous devons perpétuer et transmettre aux générations futures afin d'éviter les erreurs commises par le passé. J'ai pour ma part la conviction que la solidarité internationale et une meilleure prise en compte des attentes et des intérêts d'autres pays, particulièrement ceux du Sud, ramènerait dans le monde d'aujourd'hui une plus grande paix. Merci à Michel, merci à Jeannot, merci pour tout ce que vous faites pour que nous ayons de belles images à la maison. Je rappelle que nous venons d'être rejoints par Gabriel Ndiankou qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV. Très heureux d'être là pour la première fois comme panéliste et surtout pour édifier les Camerounais sur les questions d'actualité.
Alors, vous êtes secrétaire exécutif national de l'Association nationale des institutions privées d'enseignement secondaire et nous avons la chance que vous ayez participé vendredi à la réunion co-présidée par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de la Santé publique, tout comme Hilaire qui était avec vous. Merci d'être là. Vous allez nous permettre de comprendre finalement ce qui se passe avec les formations de BTS en santé. Alors, il y a eu cette réunion. On se rappelle que les résolutions d'une précédente réunion tenue le 5 juin 2024 sont allées dans le sens d'un arrangement, un arrangement autour des formations sur les BTS licences par les IPES. On avait proposé aussi un audit pour en exclure ceux qui, le cas échéant, ne répondraient pas aux normes. Alors, M. Ndiankou, est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on est tombé d'accord sur quelque chose de palpable? Il y a eu un accord et il y a eu un communiqué qui a été signé. Il y a eu des discussions très houleuses, mais à la fin, des décisions ont été prises. Des décisions qui, pour certaines, ne nous arrangent pas, mais pour lesquelles nous allons nous plier. C'est pour le bien du pays. L'Association nationale des institutions privées d'enseignement supérieur est une institution responsable qui respecte les institutions de l'État, qui respecte l'État. On avait 2 ministres dans cette concertation, le ministre d'État, le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de la Santé publique. Et ensemble, dans un débat certes houleux, chacun défendait sa position. Nous sommes tombés d'accord sur des décisions. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ces décisions, les principales, pas dans les détails, juste pour qu'on ait une idée? Bon, on peut dire dans un premier temps que la formation de BTS et HND en santé dans les institutions privées d'enseignement supérieur et dans les facultés des universités publiques est mise en parenthèse, sera reformée pendant un certain temps. Le temps pour le ministre de la Santé et le ministre de l'Enseignement supérieur de mettre en place un mécanisme de cogestion, parce qu'on a parlé de co-tutelle. Le temps pour eux de mettre en place des comités techniques pour l'harmonisation des programmes, pour les audits dans les institutions de formation. Et après, donc, on verra comment les choses vont se passer. Donc, pour l'instant, ceux des étudiants qui sont en 2e année et en 3e année de formation dans les institutions privées d'enseignement supérieur et dans les facultés relevant des universités d'État continuent normalement leur formation, mais avec un cursus, avec un programme, un curricula qui est celui du ministère de la Santé publique. Hilaire, sorti de la réunion, vous vous dites on a avancé? Merci. Bon, je pense qu'au sorti de la réunion, je pense qu'on a avancé. Parce que s'il serait de mauvaise foi de dire qu'on n'a pas avancé, parce qu'on a suffisamment débattu, comme le secrétaire exécutif de l'ANIPES l'a si bien dit, les débats ont été houleux, le travail, la réunion a été longue, mais vers la fin, on a pu trouver un consensus, n'est-ce pas, pour le bien-être des populations camerounaises. Parce que, vous savez, on parle de santé, ce n'est pas la mécanique automobile où on peut endommager une pièce et rechanger. Il s'agit des vies humaines. Une erreur se solde par un décès et on ne peut pas blaguer pour ce qui est des vies humaines. Donc, on a suffisamment avancé et je pense que tout le monde chacun sort étant satisfait. Alors, je vais écouter la presse là-dessus. Quand on parcourt les journaux, on semble comprendre le fond du problème. Cameroun Tribune, par exemple, indique que l'Ordre national des professions médico-sanitaires relève plusieurs défaillances dans les formations, notamment la courte durée du cycle BTS ne garantissant pas les compétences nécessaires pour exercer dans le domaine de la santé publique de manière probante et éthique, l'absence d'un concours national d'entrée ou d'un examen de certification finale pour les formations sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et d'autres ministères outre la santé. Il y a la problématique de la qualité des stages qui mérite une attention particulière. Enfin, et ce n'est pas le moindre problème relevé, c'est la nature du diplôme délivré. La loi est créée là sur la question, estime l'ordre. Elle dit bien qu'il faut être titulaire d'un diplôme d'État pour être inscrit au tableau de l'Ordre national des professions médico-sanitaires. Alors, nous avons des BTS, une licence professionnelle qui ne cadre pas avec ce que prévoit la loi. Les responsables de l'ordre ont donc du mal à inscrire simplement ceux qui sont issus de ces deux formations. Les instituts privés de l'enseignement supérieur fonctionnent sur la base d'une procédure très rigoureuse, insiste Cameroun Tribune, dans son principe. Le quotidien national dit que les conditions de création et de fonctionnement des IPES sont contenues dans l'arrêté du MINSEP
du 7 décembre 2001. Et l'article 27 de cet arrêté présente avec précision la liste des pièces à fournir pour établir un dossier de demande d'homologation. Mais avant l'homologation, il y a l'étape de l'autorisation de création de l'IPES, ensuite l'autorisation d'ouverture et plus l'agrément. À cela, il faut ajouter le fait que les instituts privés fonctionnent sous la tutelle académique des universités d'État, ce qui signifie que les étudiants des IPES sont considérés comme des apprenants des universités d'État et reçoivent des diplômes issus de ces universités. Cette procédure est contrôlée par ailleurs par le ministère de l'Enseignement supérieur, par le biais de la Commission nationale de l'enseignement supérieur privé, qui siège une fois l'an. Alors, intéressons-nous au cadre légal de ces formations. Vous qui êtes dans la presse, c'est dit que vous avez également quelque chose à dire par rapport à cela. Est-ce que ce n'est pas des batailles de personnes? Disons que moi, je voudrais commencer par féliciter. Je voudrais commencer par féliciter le fait que les deux chefs du département, à savoir le ministre de la Santé et le ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur, ont siégé avec les autres parties prenantes, en particulier l'ordre des médico-sanitaires, pour se pencher sur cette question. Parce que j'avais peur, je voyais la rentrée académique approcher à grands pas et je me demandais, est-ce qu'on va encore enrôler une nouvelle vague d'étudiants qui vont à nouveau se retrouver dans les mêmes méandres que leurs aînés académiques. Donc, je voudrais vraiment commencer par le dire et dire effectivement que pour nous, quand nous portons cette question-là, il ne s'agit pas ni de bataille, ni de gagnant, mais il s'agissait de, non seulement d'une part, il y a la santé des populations, mais de l'autre côté, il y a quand même que ce sont des milliers de jeunes qui partent s'inscrire et qui suivent une formation, qui sont convaincus qu'après ils ont un diplôme qui devrait leur permettre de pouvoir s'insérer dans le marché de l'emploi ou bien pouvoir faire de l'auto-emploi, mais qui après découvrent malheureusement que ce diplôme jusqu'ici ne leur permettait pas de pouvoir se mouvoir. Donc c'était un gros problème et il fallait absolument s'asseoir. Maintenant, comme cela a été dit, je pense que les questions, il y avait les lois datent. Les lois datent parce que si nous prenons le cas de la loi de 80, je l'ai toujours dit, et la loi de 80, la loi, vous savez que quand on prend la loi de 80, le ministère des enseignements supérieurs n'existe pas encore. Et le ministère des enseignements supérieurs intervient un an après la loi qui régule les formations. Donc cette loi n'a pas été écrite dans l'esprit du ministère parce qu'à l'époque on avait juste le ministère de l'Éducation nationale. Et l'enseignement supérieur n'était qu'une direction. Ensuite, le ministère est arrivé et avec un ensemble de réformes. Seulement que ce qui est bon pour que les téléspectateurs comprennent, une fois que le ministère de l'enseignement supérieur a fini de former, celui qui emploie, c'est le ministère de la Santé. Est-ce que cette co-tutelle-là, Cédric, ne pose pas un problème aujourd'hui? Oui, moi je pense que l'État est dans son rôle. Il fallait s'y plancher puisqu'il y avait un peu de désordre dans ce secteur-là, au point où c'est une question, c'est une problématique qui est tellement sensible parce que c'est une question liée justement aux missions régaliennes d'un État, c'est-à-dire assurer la santé de la population. Et les techniciens, en même temps formés, c'est-à-dire qu'il faut la ressource humaine qui est bien formée pour pouvoir permettre à l'État de mieux assurer cette mission. Donc, je pense qu'il y a un problème au niveau sur le plan juridique, c'est-à-dire qu'il faut essayer de revoir le corpus juridique et l'adapter avec le contexte, même au niveau de la configuration, c'est-à-dire on parle de la tutelle technique, la tutelle, voilà. Autant il faudrait revoir ça et trouver un terrain d'entente. La réunion là vient à point nommé parce que il fallait justement donner du contenu et aussi il y a eu l'inadéquation aussi avec les textes. Il a parlé du ministère, à l'époque du ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Enseignement supérieur n'existait pas à cette époque-là. Donc, il faudrait reconfigurer sur le plan légal, mais aussi en ce qui concerne la tutelle, pour pouvoir permettre à ce que l'apprenant, et on a parlé aussi des curricula qu'il faudrait revoir aussi. Et il faut du sérieux lorsque des entrepreneurs, ceux qui ouvrent ces instituts privés, devraient justement se conformer à la réglementation en vigueur, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec des produits qui sont formés à l'alambiquet ou
ce qui laisse à désirer. C'est une question, c'est une problématique qui est essentielle. On ne s'amuse pas avec la santé. Il faudrait vraiment que l'État, en tant que garant, puisse avoir un droit de regard dans ce secteur-là pour permettre non seulement à ces produits d'être compétitifs et de pouvoir s'insérer sur le plan socio-professionnel, mais aussi de donner plus de garanties, plus de confiance aux parents qui investissent de leur argent dans le cadre de ces formations. Peut-être que pour mieux faire comprendre la problématique par les téléspectateurs, il faut resituer, il faut faire un tour peut-être un peu dans l'histoire. C'est-à-dire parce que le décret qui gère la formation des médico-sanitaires aujourd'hui, c'est le décret 80/198 du 9 juin 80. Et en ce moment, la formation relève entièrement de l'État. Parce que les étudiants de ces écoles sont des boursiers de l'État. Maintenant, dans les années 90, la crise économique s'est installée. Avec le programme d'ajustement structurel, l'État ne pouvait plus employer ces gens qui sortaient de la formation. Il avait donc été proposé qu'on puisse suspendre entièrement la formation. Maintenant, les personnels enseignants qui étaient dans ces écoles ont formé un groupe technique, voyant le problème qui devait venir à l'horizon, la pénurie du personnel, ont fait un plaidoyer auprès du ministre d'alors de poursuivre la formation des Camerounais avec un quota bien réduit par promotion pour maintenir les écoles fonctionnelles et pallier dans le futur la pénurie qui devait se poser. Alors, en ce moment, on admet une seule promotion et les confessionnels qui avaient déjà des hôpitaux avaient également l'autorisation d'envoyer leur personnel dans les écoles de formation et ils avaient l'obligation d'employer ces personnels-là à la fin de leur formation. Et au fur et à mesure, ils posaient les doléances de fonctionnalité de leurs établissements, n'est-ce pas, avec les effectifs réduits qui étaient affectés dans les écoles parce que chaque promotion devait avoir uniquement 25 étudiants. Donc, au fur et à mesure que le temps passait, on est allé, n'est-ce pas, crescendo avec le nombre d'étudiants qu'on admettait dans la formation. Avec donc la réorientation, n'est-ce pas, de l'enseignement supérieur, la professionnalisation des enseignements, on a d'abord commencé par le DCEP et le diplôme supérieur d'études professionnelles. On a commencé donc par le DCEP avec les IPES qui se sont donc introduits dans la formation. Et en ce moment, il y a également des filières qui ouvrent à l'université. Sauf que il s'agit d'un corps de métier qui est régi, qui est réglementé et qui a des textes particuliers. Notamment la loi 84/09 du 5 décembre 1984 qui porte réglementation de l'exercice et profession d'infirmiers, de sages-femmes et de techniciens médico-sanitaires. Et la dite loi définit clairement au Cameroun qui est infirmier, qui est technicien médico-sanitaire, qui est sage-femme. Mais comment on a pu laisser faire pendant 20 ans, une vingtaine d'années, les IPES fonctionner dans cet environnement-là sans qu'il y ait autant de récriminations qu'aujourd'hui? Tout à fait, on ne va pas... Permettez-moi, monsieur... rapidement, parce qu'il faut qu'il prenne la parole aussi. Exactement. C'est-à-dire que le contexte n'était pas le même que celui d'aujourd'hui. Parce que, au départ, on a l'université de Boya et l'université, je pense, l'université à Non, qu'est-ce que vous reprochez? Qu'est-ce que vous reprochez à la formation de... Ce qui est reproché à la formation, Séverin, c'est que non seulement sur le plan réglementaire, ce qui était reproché à cette formation, c'est que ça ne respectait pas le cadre réglementaire, parce que ces écoles étaient en marge du décret, n'est-ce pas, qui organise la formation des personnels médicaux sanitaires. Deuxièmement, si on laisse le cadre réglementaire, on va au niveau de la formation elle-même. Le recrutement, il n'y a pas de tamis à l'entrée. C'est-à-dire que le recrutement se fait à coup, n'est-ce pas, à coup de publicités parfois mensongères, c'est-à-dire que qui attire le maximum et on se retrouve dans certains IPES avec des effectifs pléthoriques, 700, 600, 300 par promotion, ce qui ne permet pas une formation de qualité. Alors, je vais reprendre exactement les décrets de 1980 qui fixent l'organisation des établissements de formation sanitaire au Cameroun, pour dire que à cette époque, ce décret ne concernait que les élèves titulaires de CEP, de BEPC et de probatoire, et que c'était des gens qui étaient dévolus pour être fonctionnaires. Donc,
Ça ne concernait pas les bacheliers. Donc c'est ce qu'il faut aussi également que l'on dise. Parce que si aujourd'hui nous avons laissé, ou du moins accepté, parce que le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, dans sa posture de paix, a souhaité qu'on apaise la situation et que l'on mette un petit bémol pour faire des réformes, puisqu'on a parlé de réajustement du plan de BTS pendant un an. Donc, c'est parce qu'il était épris de paix, il veut la paix dans le pays, il veut un apaisement. Mais dans le fond juridique, même si on arrivait à saisir un juge de la légalité, je suis persuadé que la raison n'irait pas du côté de l'OPMS, parce que l'OPMS lui-même, par la loi de 1988, de 84 modifiée en 88, n'est pas dans un rôle, n'a rien à voir dans la formation. L'article 1 dit que l'OPMS est responsable du suivi éthique et déontologique des gens qui ont été formés et recrutés. M. Ndiankou, ce qui m'intéresse davantage, c'est le contenu de la formation. Est-ce que les IPES sont exempts de tout reproche? Est-ce qu'au niveau des plateaux techniques, de l'encadrement même qu'on donne à ces enfants-là? Parce que s'il y a des plaintes, je crois que ça viendrait davantage. Si ce n'est que les textes, on peut bagarrer toute la journée sur les textes. Mais maintenant, sur le contenu des formations, est-ce que ça ne pose pas un problème? Je peux vous dire, M. Séverin, et tous ceux qui sont là sont témoins, que la qualité des formations au sein des IPES peut être remise en cause dans quelques IPES qui n'ont pas le plateau de niveau, plateau technique nécessaire. Mais ce reproche peut être également fait de la même façon, avec encore même plus de considération au niveau des institutions de formation du ministère de la Santé. Puisque si on doit faire un audit dans ce domaine-là, on a dit qu'on faisait un audit, mais nous souhaitons que cet audit soit fait dans les deux systèmes, ceux des centres de formation du ministère de la Santé et ceux du ministère de la Formation. Et sur le plan, alors vous avez dit tout à l'heure que les étudiants des IPES pourraient être admis à l'OPMS parce qu'on ne reconnaissait pas le diplôme. C'est un acte administratif. Mais dans le cadre de la qualité, je peux vous assurer que ceux qui enseignent dans les centres de formation de santé enseignent également dans les IPES. Souvent, ils partent des IPES pour enseigner dans les centres de formation. Deux fois, les centres de formation relevant du ministère de la Santé, les étudiants là-bas viennent se former dans les plateaux techniques parce que meilleurs dans les IPES. Même les concours d'entrée dans les EIDE se font, dans certains cas, dans les IPES. C'est pour vous dire dans le terme des infrastructures de formation, dans le cadre des plateaux techniques, on pourrait justifier et très largement que les IPES sur ce terrain-là n'ont pas à rougir. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes prêts à nous mettre dans le cadre de cette disposition de prendre de réajustement de cet examen. Ceux de deuxième et troisième année continue, pendant un certain temps, on va mettre en place certaines commissions pour réévaluer tout le système avant de continuer. Donc, nous allons nous soumettre à cela et nous organiser pour que, avec l'OPMS, alors, ce n'est pas un combat entre l'OPMS et la NIPES. Il faut qu'on le comprenne. Il faut que ce soit clair. Il y a eu un problème de législation qu'il faut actualiser et moderniser. Parce que, pour terminer, si vous permettez, c'est que la législation, le décret de 2013 qui organise le ministère de la Santé dit clairement que le ministère de la Santé concourt uniquement à la formation du personnel médical, pharmaceutique et paramédical. Concourir, en français, ça a un sens. Et dans un deuxième article, ça dit qu'il assure le suivi de la formation continue en liaison avec le ministère de l'Enseignement supérieur et le recrutement du personnel sanitaire en liaison avec le ministère de la fonction publique. C'est très clair que ce n'est pas le ministère de la Santé qui recrute, parce qu'on a dit de faire un suivi. Alors, voilà, je vous dis que sur le terme juridique, il y a encore des choses qu'il faut actualiser. Il faut une réforme juridique, parce qu'au niveau international encore, on aurait arrêté, puisque la Convention de Bologne a universitarisé la formation professionnelle. D'accord. La co-tutelle qui a été décidée. Je revenais quand même pour éclairer, parce que il faut que les parents comprennent qu'il ne s'agit pas ici qu'on ne reconnaît pas, c'est vrai, la qualité de formation dans les IPES. Alors, il s'agit plutôt d'un diplôme ou des diplômes particuliers. Et il y a des IPES, je ne vais pas citer leur nom ici pour ne pas faire la publicité, mais il y a des IPES qui forment également les étudiants qui font le concours du ministère de la Santé. Il y a plein d'IPES dans les 10 régions du pays. Donc, quand le ministère de la Santé publique organise le concours,
après la proclamation des résultats, comme il vous parlait tout à l'heure de quota, et il y a des étudiants qu'on envoie dans des centres de formation du secteur public, et il y a également des étudiants qu'on envoie également dans des instituts privés d'enseignement supérieur, mais qui sont agréés au préalable. Donc, où le ministère de la Santé a un suivi. Et ici, on parle du diplôme BTS et des IPES qui n'étaient pas agréés par le ministère de la Santé. Donc, c'était important de comprendre que ce n'était pas une guerre contre les IPES, mais c'était... Maintenant, je voudrais peut-être... La guerre contre qui? Non. Non. Alors, maintenant, je voudrais dire une chose qui soit quand même positive, qui soit que, vraiment, ce qui est important aujourd'hui de comprendre, c'est que on parle de réforme, mais je pense qu'il y a un message clair qu'il faut que les parents comprennent. Je pense que ce que nous sommes en train de dire là, c'est que les parents doivent comprendre que cette année, il n'y aura pas d'adhésion en BTS année 1. Il n'y aura pas donc. Il n'y aura pas. Par contre, comme il a dit, ceux de niveau 2 et de niveau 3 vont continuer. Donc c'est important, c'est vrai. Oui. Il ne faudrait pas dire des choses comme cela parce que, oui, si on veut parler en termes de BTS 1, BTS 2, BTS 1, oui, cette année, cette formation est en suspension le temps d'un réajustement ou de réforme. Je parle de cette année. Voilà. Je parle bien que l'entrée, on ne s'inscrit pas cette année en BTS. Donc, il faut que les parents comprennent que BTS 1, non, c'est important de donner cette clarification. Je l'ai dit déjà. Évitons le jeu de mots politiques. Ça fait mal, M. Djankou, mais il faut donner la bonne information. Vous n'étiez pas en guerre contre M. Djankou. Non, je ne suis pas en guerre, moi je donne l'information. Nous sommes républicains. Oui. Donc, s'il fallait vraiment regarder au fond juridique... Non, on n'est plus dans le fond, on est dans les résolutions. Je voudrais donc préciser ceci. Le BTS, l'agrément n'est pas retiré aux institutions privées d'enseignement supérieur. Il faut que ce soit aussi clair. Oui. L'agrément de former dans ce secteur n'est pas retiré. Il y a une brigade mixte, Minstanté, Milesup, OPMS, peut-être la DIPES, qui devra donc faire l'audit de ces autorisations avant éventuellement de les reconduire dans le cadre d'une co-tutelle. Donc c'est pour dire que dans les IPES doivent se calmer. Oui, il y aura un temps mort, mais c'est peut-être pour le bien à la fin de ce processus. De tout le monde. Tout le monde pourra. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que à la réunion de vendredi, tout le monde a été d'accord qu'il y avait du désordre et il est temps que ce désordre cesse. Et ce que tout le monde a accepté, c'est qu'on puisse avoir un concours unique, les examens de passage, un examen de sortie, un examen de fin, et qu'à la fin, un examen théorique et un examen pratique, pour qu'à la fin, on puisse non seulement les inscrire au tableau de l'ordre, mais être sûr que les produits issus de la formation ne sont pas un danger pour les populations. C'est de ça qu'il est question. Alors, les conflits au Cameroun, il y en a partout, en politique, dans le domaine de la santé. Heureusement que le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de la Santé publique sont arrivés à ce consensus que nous félicitons ici sur le plateau. Il y a quand même un conflit qui existe, qui oppose la COBAC, la Commission bancaire de l'Afrique centrale, à la CDEC, la Caisse des dépôts et consignations. La BEAC, Banque de l'Afrique centrale, a proposé une médiation. Et dans scène de presse, nous avons pris l'avis d'un expert, il est économiste, sur l'issue possible de cette démarche de la BEAC. On va écouter Jeff-François Samba. Les négociations qui peuvent être entreprises pour amener un peu moins de tensions. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une logique de conciliation des intérêts nationaux avec, n'est-ce pas, les objectifs de politique monétaire. Et quand on parle d'objectifs de politique monétaire, c'est de dire qu'il y a une stabilité financière que la COBAC garantit et qu'il faudrait peut-être assurer. Donc il y a une réglementation interne et qui dépend ainsi, n'est-ce pas, du service public qu'est la Caisse de dépôt et consignation. Parce que ce qu'il faut dire, c'est un service public et donc qui a une sorte de souveraineté de l'État à encourager, à garantir. Maintenant, la COBAC en tant que gendarme vient pour assurer un certain nombre de sécurité pour que justement il n'y ait pas ce déséquilibre financier parce qu'elle est en charge de la stabilité financière dans la sous-région. Maintenant, si la BEAC intervient, c'est pour ramener un peu les positions à certainement évoluer.
dans le sens où il y avait une crainte que l'on puisse rapatrier, par exemple, les fonds, les 1500 milliards de francs CFA qui avaient déjà été déposés par certains instituts, et la BEAC elle-même d'ailleurs, et plus maintenant d'autres banques. Bon, maintenant, par la suite, ce que la BEAC peut certainement faire, c'est de ramener aussi, à interpeller aussi les gouvernements, pour qu'effectivement cette réglementation puisse non seulement être mise en place très rapidement, parce qu'il s'agissait d'un vide juridique qui existait. Ça permet donc d'harmoniser les positions pour éviter en fait que les structures au sein de la CEMAC, au sein de notre communauté, ou bien les États évoluent on va dire en vase clos, c'est-à-dire de façon indépendante. Et ça peut effectivement apporter une sorte de déséquilibre au niveau de notre sous-région, même au niveau de la confiance des investisseurs. Et ça, c'est important. C'est pour ça que c'est important que la BEAC vienne intervenir. Ça, c'est d'un point. D'autre part aussi, ça permet aussi, n'est-ce pas, de rassurer surtout les banques. Il faudra que les banques soient rassurées parce que la SEDEC n'est pas une banque. La SEDEC est une institution financière étatique qui remplit des missions de service public, qui associe les banques. Les banques devraient plutôt être rassurées de ce que la SEDEC existe parce que tous les virements et autres qui devraient être mis en place, ça va toujours transférer par les banques. Donc c'est les banques qui sont en réalité bénéficiaires justement du fruit de ces différentes transactions. Je ne sais pas pourquoi les banques frémissent, mais c'est en fait ça. Il faudrait que la plupart des personnes intègrent que c'est un partenaire pour le financement de l'économie et il faut plutôt l'aider à permettre que le financement de certains projets publics soit effectif pour la bonne santé des États. Par le passé, en 2002 précisément, on avait une situation pareille. On parlait du BTS en banque qui avait été introduit par un institut, mais qui avait été invalidé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et dans cet imbroglio, effectivement, les étudiants, les apprenants ne savaient pas où mettre la tête. Je voudrais que l'ANIPES, les journalistes, les analystes que vous êtes, et l'ordre, que vous puissiez dire aux étudiants, ceux qui s'y sont engagés dans ces formations, rassurés que tout n'est pas perdu. Merci, je pense que sur ce côté-là, on a longuement épilogué là-dessus vendredi dernier pendant la réunion. Et on n'a pas voulu faire comme en 2013, dans la réforme de la formation médicale, où on avait dit c'est fini, on a fermé les facultés et même ceux qui étaient en 5e année sont rentrés au quartier. On a été républicains, on a dit que non, il s'agit des Camerounais, et il s'agit des Camerounais, il s'agit de nos enfants, il s'agit de tout le monde, et on ne peut pas décider qu'après cette formation, qu'on les jette comme ça dans la rue. Et on a donc décidé qu'il y aura des mécanismes qui vont être mis en place, notamment un concours d'aptitude à exercer qui sera organisé pour les titulaires de ces BTS, et ceux qui vont réussir à ce concours vont être réintroduits dans la chaîne, mais ceux qui vont échouer auront l'obligation de rentrer, faire une année supplémentaire pour compléter leur cursus de formation afin d'avoir le niveau requis. Donc ceux qui ont déjà les BTS et les licences n'ont pas été abandonnés. On a pensé qu'il y a les mécanismes le ministère de la Santé publique, l'ordre, ils vont mettre sur pied, n'est-ce pas, un examen d'aptitude et un concours dans les prochains mois qui sera organisé pour reprendre ceux qui ont le niveau, et ceux qui n'auront pas le niveau auront l'obligation de retourner compléter, n'est-ce pas, leur formation. Bon, il ne s'agit pas d'un concours, il s'agit d'un test, d'une évaluation. C'est pour apporter la différence à quel niveau? En termes académiques, il y a une différence. Un concours, on sélectionne, il y a un quota, un examen, ce sont les meilleurs. Donc, je voulais également rassurer, dans un premier temps, les promoteurs, parce qu'ils sont nombreux, qui ont reçu cette formation, qui ont reçu cette autorisation de la part du ministre de l'Enseignement supérieur, que le ministre de l'Enseignement supérieur n'a pas retiré les autorisations. La deuxième chose que je voudrais rassurer, c'est que tous les étudiants qui, ces 4 dernières années, ont été diplômés BTS et HND ou licence professionnelle en santé, ont dans l'occasion, dans un test qui sera organisé sous les auspices du ministère de la Santé, de faire valoir leurs compétences afin d'être officiellement enregistrés, admis au sein de l'ordre. La troisième chose que je voudrais également signaler, c'est que
Le BTS HNJ en santé, d'après les tendances que nous avons observées, devrait donc être reformé pour adosser un nouveau nom, mais toujours au sein des IPES, parce que, comme je vous ai dit, l'agrément n'est pas et ne sera pas retiré. Donc, voilà un peu les précisions que je voudrais apporter. Et puis, pour terminer, M. Alega, c'est que le BTS n'est pas un diplôme, HNJ n'est pas un diplôme des IPES, c'est un diplôme de l'État. Donc, les IPES ne se sont pas auto-proclamés, n'ont pas décidé de venir faire une formation dans le programme qui est élaboré par l'État et qui est sanctionné par l'État. Il est donc important parce que sur le terrain, des fois, les parents viennent vers les promoteurs pour les agresser en disant que vous nous avez fait faire, alors que, bon, il faudrait donc que ce soit précisé que les IPES n'ont pas décidé, ils ne délivrent pas de diplôme, donc c'est un diplôme créé et reconnu par l'État. Donc l'État trouvera, puisqu'il y a des dispositions qui ont été prises, des dispositions transitoires pour résoudre le problème de ceux qui ont ce diplôme-là. La dernière chose, je voudrais également signaler que c'est un peu dommage, j'aurais pu peut-être le dire vendredi dernier avec insistance, les plateaux techniques que nous avons permettent de former des jeunes, pas seulement pour le marché du Cameroun. À la date d'aujourd'hui, près de 3500, 4000 sont à l'extérieur sans avoir été inscrits à l'ordre, mais avec une compétence reconnue et que dans le cadre des discussions qui vont suivre, il sera question de voir aussi qu'est-ce qu'on fait. Chaque année, le ministère de l'Enseignement de la Santé recrute à peine 30, 40, cette année on m'a parlé de 10, à la fonction publique, puisque le but recherché dans ce cadre-là, c'est des fonctionnaires pour la fonction publique et pour exercer, il faut être inscrit à l'ordre. L'ordre ne reconnaît pas le BTS et les HNJ à tort, je l'ai indiqué tout à l'heure, à tort. S'il fallait toucher les juges de la légalité, je ne suis pas sûr qu'on serait sur la même machine. Mais il y a une décision politique, mais pas une décision juridique aujourd'hui. On ne va pas revenir sur... C'est ce que j'ai dit, on ne va pas refaire le débat. On va pas revenir sur le débat. Laissez Cédric s'exprimer aussi sur cette question-là. Surtout, nous nous mettons du côté des parents, du côté des enfants qui ont besoin d'un emploi et qui suivent une formation. À la fin, ça semble un peu compliqué pour eux. Heureusement que le gouvernement a pris la décision de remettre les choses dans le bon sens et on espère que ça ira. Mais quand même, il faut rassurer les parents. Tout à fait, il faudrait rassurer les parents. Moi, je pense que le gouvernement a trouvé les mesures alternatives pour pouvoir compenser ces différents aléas, c'est-à-dire que l'inadéquation, bien l'inadaptabilité du corpus juridique, mais aussi de créer un cadre de concertation, parce que c'est pas une guerre. Je pense qu'il faudrait aussi élargir la réflexion dans le cadre de travail main dans la main avec la diaspora, parce que lorsque vous vous rendez peut-être dans un pays comme l'Allemagne comme ça, la ressource humaine formée dans ce secteur est d'origine beaucoup plus camerounaise et peut apporter aussi d'autres éléments. Parce qu'on voit qu'au niveau de l'employabilité, l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Il faudrait aussi que les promoteurs, même ces promoteurs, que ce soit des établissements hospitaliers, soient aussi sérieux dans le cadre de recrutement et essayer de s'adapter aussi aux nouveaux textes qui sont en vigueur pour essayer d'aider l'État à permettre une meilleure insertion professionnelle des produits issus justement parce qu'il ne faudrait pas seulement former, il faudrait que le produit formé puisse exercer en bonne et due forme et s'épanouir. Donc voilà à peu près ce que je peux dire. Oui, alors moi je puisse dire aujourd'hui que une issue heureuse pour les étudiants, pour les parents, pour les promoteurs des IPES, pour le système de santé de façon globale. Ce que je puisse dire aujourd'hui, premièrement, à ceux qui sont titulaires des BTS licences, comme cela a été dit, c'est de se préparer. Parce que vous ne pourrez avoir le texte qui vous permettra de pouvoir vous inscrire et exercer légalement que si vous passez le test de sélection qui sera organisé par le ministère de la Santé et l'Ordre national des professions médico-sanitaires. Donc préparez-vous. Maintenant, pour les autres parents, qu'ils comprennent que, en attendant la réforme, ils ont compris clairement que cette année, il n'y aura pas d'inscription en BTS 1. En attendant la réforme, mais il y a le concours du ministère de la Santé qui est en cours et qui finit, je crois, dans 3 ou 4 jours. Donc je pense qu'il n'y a pas à s'alarmer maintenant. Il va falloir que les réflexions, le dialogue continue intergouvernemental avec les différents sectoriels pour que,
à la fin, on puisse avoir une meilleure formation pour les médico-sanitaires. Monsieur le secrétaire général, vous brûlez l'impatience, mais vous avez 30 secondes. Parce que bon, si vous me donnez 30 secondes, bon, je pense que il n'y a même pas lieu maintenant de tirailler parce que la réunion de vendredi a tranché. Et je crois que tout le monde est sorti satisfait. Mais je ne voudrais pas laisser une mauvaise information passer par rapport à ceux qui exercent à l'étranger. Avant d'exercer comme personnel médico-sanitaire dans un pays étranger, vous devez attester que vous avez l'habilité d'exercer dans votre pays d'origine. Donc la plupart de ceux qui ont immigré avec ces diplômes sans l'inscription au tableau de l'ordre sont à l'extérieur à faire autre chose que ce pourquoi ils sont partis, parce qu'ils n'avaient pas, n'est-ce pas, cet agrément dans leur pays d'origine. Et nous rassurons. Est-ce que vous êtes sûr que ailleurs on tient compte de vos affaires de diplômes au Cameroun? On veut, si vous êtes praticien. Oui, bien sûr, le diplôme de ZIDE n'est pas aussi. Bon, c'était juste une question. C'était une question. Mais je voulais vous assurer que tous ces pays où ces jeunes partent, nous recevons, n'est-ce pas, les demandes qui nous demandent de leur délivrer, n'est-ce pas, l'attestation de bonne conduite qui est comme le casier judiciaire du professionnel pour prouver aux yeux de ce pays-là que ce personnel qu'ils sont en train de vouloir employer n'a pas commis de gaffe dans son pays d'origine. Donc, ça ne manque jamais. Merci beaucoup. Ça montre que notre système sanitaire, l'enseignement supérieur, les deux systèmes sont bien structurés. Je suis très content d'entendre ça. Ça permet de comprendre que le travail que vous faites, les IPES, et vous, il faut simplement que le dialogue se poursuive et que nous ayons les choses beaucoup plus claires les jours à venir. Merci d'être venu. Je voudrais, si vous permettez quand même, on a 30 secondes, vraiment remercier notre ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, et bien sûr le ministre de la Santé, qui dans un réflexe de solidarité gouvernementale ont permis que cette réunion se tienne vendredi et qu'on ait des solutions pour lesquelles des dispositions vont être prises plus tard pour donner du contenu. Mais c'est déjà un bon pas. Ça va permettre d'apaiser la situation. Nous, promoteurs d'IPES, on laisse quelques plumes, mais c'est aussi peut-être pour le bien de tous dans le cadre de la santé au Cameroun. Nous arrivons au terme de cette édition de Scène de Presse. Merci à nos invités. Merci à vous qui prenez la peine tous les dimanches soirs de regarder ce programme. Bonne suite des programmes sur la CRTV et s'il plaît à Dieu, nous nous retrouvons dimanche prochain. Je n'oublie pas Jeannot, je n'oublie pas Michel. Merci d'être venu.